Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au dernier séminaire économique de l'année 2025 et merci de nous clôturer l'année avec un si beau sujet, donc la compétitivité fiscale du Luxembourg. Aujourd'hui, nous vous remercions déjà de votre présence, soit en ligne, soit en présentiel. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat pour les personnes qui sont en ligne ou lever la main pour parler et nous apprécierons si vous pouvez poser vos questions à la fin de la présentation, comme ça on peut finir bien structuré. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole pour vous présenter et pour le séminaire. Et bon séminaire à tous. Merci, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc mon nom est Marc Schutt, je suis responsable de la cellule scientifique et je dirais peut-être juste un mot sur notre cellule. Donc c'est un service de recherche et d'expertise qui a été créé au sein de la Chambre des députés en 2021 et dont le but, c'est une équipe de chercheurs, une équipe pluridisciplinaire dont le but est de mettre à disposition des députés des informations fondées, scientifiques sur des sujets complexes. Alors, en général, nos notes scientifiques sont aussi publiées, sont en premier lieu évidemment à destination des députés, mais sont également publiées et donc mises à disposition du grand public. Donc, vous l'aurez compris, nous fonctionnons en grande partie à la demande des députés, des commissions de la Chambre des députés. Et donc, il y a plusieurs mois, enfin un certain temps déjà, une question nous avait été posée au sujet qui relevait en fait une différence entre le taux légal d'imposition et le taux effectif d'imposition, différence qui avait été soulevée dans une publication scientifique. Donc, la députée en question voulait en savoir un peu plus, voulait comprendre comment on pouvait expliquer une telle différence. Et donc, assez rapidement, discutant entre collègues, il est apparu qu'on pouvait aborder ce sujet de plusieurs angles. On pouvait l'aborder de l'angle purement fiscal, on pouvait quand même aussi l'aborder d'un point de vue macroéconomique, d'un point de vue historique. Donc, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire pour aborder ce sujet de manière un peu plus globale, de différents angles. Et donc, c'est ce travail qui a été publié, qui sera présenté. Donc, l'équipe comprend à la fois des chercheurs de la cellule scientifique, mais également des chercheurs de l'Université du Luxembourg, parce qu'évidemment, nous sommes une petite équipe, nous n'avons pas toutes les compétences disponibles sur place, donc nous faisons assez fréquemment appel à des chercheurs à l'Université du Luxembourg, de préférence, mais aussi parfois à des chercheurs dans les universités et les centres de recherche situés à l'étranger. Donc, il y a Julie Caprielian, qui est experte juriste fiscaliste, aussi juriste expert du droit international, qui a mené un peu coordonné cette étude, qui en a aussi rédigé la partie qui concerne le droit fiscal. Estelle Meniken, géographe à la cellule scientifique, a contribué à la partie économique, ensemble avec Nora Paulus, chercheuse à l'Université du Luxembourg. Et puis pour le côté historique, nous avons fait appel à une ressource à la fois interne, qui est Fabio Spirinali, qui à l'époque faisait partie de la cellule scientifique, mais qui entre-temps est devenu responsable d'un nouveau service au sein de la Chambre des députés, qui est le service d'histoire parlementaire, et également professeur Benoît Magéros de l'Université du Luxembourg. Voilà, donc c'est une très belle équipe pluridisciplinaire qui a travaillé pendant un certain temps pour approfondir ce sujet qui, d'une simple question sur une différence entre deux taux est devenu un sujet un peu plus vaste sur tout le complexe de la fiscalité, la compétitivité fiscale du Luxembourg. Voilà, et je cède la parole à Julie pour la présentation et l'introduction. Merci Marc. Donc, je vais me faire tout d'abord la parole de tous les chercheurs pour vous remercier le SATEC de nous avoir invités à présenter notre étude sur la compétitivité fiscale du Luxembourg. Alors, quel est le point de départ de cette recherche? Donc, il s'agit, comme l'a mentionné Marc, d'un projet d'article
qui a été soumis dans une archive ouverte par 2 chercheurs économistes, donc Garcia Bernardo et Yansky. Le projet d'article lui-même date de 2022. Donc, il met en évidence pour le Luxembourg un taux de taxation qui était réellement applicable de 0,9% en 2016, alors que le taux légal lui-même, à ce moment-là, enfin, entre 2013 et 2016, était de 29,22%. En 2024, l'étude de ces 2 chercheurs a été publiée avec une actualisation des données. Et donc, les 2 auteurs se sont concentrés sur l'année 2017 pour leur analyse. Et ils ont à ce moment-là établi que le taux de taxation s'est élevé à 1,8% pour les entreprises. Alors, effectivement, Marc l'a déjà dit, mais que peut-on tirer de cette étude? C'est que finalement, il y a une divergence entre les taux d'imposition qui sont légaux, donc fixés par la loi, et les taux d'imposition effectifs réellement payés. Et aussi, et là je m'avance un petit peu dans la partie économique, vous allez le voir avec mes collègues, que cette tendance est en fin de compte généralisée au sein de l'Union européenne. Effectivement, suite à cette demande de recherche, ce que nous avons fait, c'est que nous avons élargi la question en subdivisant la recherche en une partie économique sur taux d'imposition effectif et qu'est-ce que cela implique, et une partie historique, donc l'histoire de la place financière luxembourgeoise, qui peut peut-être expliquer finalement cette historique des taux, et une partie juridique qui considère le droit fiscal comme un outil d'attractivité économique. Mais bien sûr, avant de faire tout ça, il fallait définir le périmètre de l'étude. Donc ça, c'est ce que j'ai fait dans une première partie introductive. En fait, avant d'entrer dans le vif du sujet, il fallait définir un petit peu les termes qui entourent finalement cette question, puisque là, on a une question purement économique, mais qu'est-ce qu'on touche en fait en réalité? Et l'idée, c'est qu'il y a un lien entre la compétitivité économique et la concurrence fiscale étatique. Alors, la compétitivité économique, elle est définie par l'OCDE, par la Commission européenne. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on a des définitions qui sont purement de nature économique, assez économique en tout cas. À l'échelle luxembourgeoise, la compétitivité économique a été définie par le rapport Fontanier. Donc, cette définition a été aussi reprise par le Comité économique et social, par l'Observatoire de la compétitivité. Et donc, on voit bien qu'il s'agit donc de la capacité d'une nation à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants, à leur procurer un niveau d'emploi et de cohésion sociale, tout en préservant l'environnement. Alors, c'est important d'avoir cette définition en tête pour toute la recherche, en fait, et notamment pour la fin de la recherche que je vous présenterai. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que cette notion de compétitivité qui est définie dans le rapport Fontanier, elle n'est pas juste économique, elle englobe aussi des éléments sociaux. Le deuxième terme, c'est la concurrence fiscale étatique. Alors, la notion de concurrence fiscale étatique, en fait, elle émerge à la fin des années 1990. L'idée, c'est qu'avec la construction, l'achèvement du marché intérieur, on a un rassemblement d'États qui sont très différents économiquement parlant, institutionnellement parlant et socialement parlant, ce qui finalement crée une certaine pression sur les systèmes fiscaux nationaux qui vient s'installer en parallèle. Et alors, ce point est vrai, même si les États membres sont responsables de créer leur propre cadre fiscal, puisqu'on sait que la fiscalité, ça reste un domaine de l'État. Et donc, en fin de compte, il faut différencier entre 2 catégories d'États. On a les petits États comme le Luxembourg, ce qu'on appelle petits États. Donc, ceux-là sont très ouverts sur l'extérieur. Ils dépendent de l'extérieur. Ils vont aller chercher à attirer les facteurs de production, puisqu'ils ne les ont pas dans leurs marchés nationaux. Et on a des grands États comme la France et l'Allemagne. Alors, eux sont moins dépendants de l'extérieur parce qu'ils ont un plus grand marché national. En mis en tête le périmètre de cette étude, je vais laisser ma collègue Noura Paulus développer la partie économique. Ok, donc la partie économique vise principalement à comprendre comment des petits États ouverts comme le Luxembourg utilisent la fiscalité dans la concurrence fiscale internationale. Et aussi de comprendre en fait la différence entre le taux légal et le taux effectif. Donc, pour introduire ce point, il est utile de partir du rôle spécifique des petits États dans cette concurrence fiscale
Et donc, comme le formule Pierretti et ses co-auteurs, dans le cadre d'une concurrence entre places financières, une juridiction de petite taille, bien intégrée dans l'Union européenne, peut être incitée à surmonter son handicap d'absence de marché intérieur en mettant en œuvre des cadres réglementaires plus attractifs pour les investisseurs. Et donc, la littérature économique tend à répondre par oui. Donc, en fait, les travaux de Heldman et Krugman et Ross 2006 nous montrent qu'une fiscalité attractive devient un levier clé pour attirer les multinationales, et aussi des talents, aidant ainsi les petits pays à compenser l'absence d'économie d'échelle. On a aussi des données empiriques qui confirment ce mécanisme. Donc, le ratio entre les flux d'investissement directs étrangers et la formation brute de capital fixe est significativement plus élevé pour les grandes économies avec des populations qui sont en dessous de 30 millions d'habitants. Que pour les petits pays avec moins de 2 millions d'habitants. Ok. Mais même si la fiscalité joue un rôle important dans l'attractivité d'un pays, elle n'est jamais le seul facteur déterminant. Donc l'expérience montre que les entreprises multinationales accordent en fait une grande importance à d'autres éléments, notamment la qualité des infrastructures d'un pays, la stabilité et la prévisibilité du cadre réglementaire, mais aussi la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée. Et ces facteurs, même s'ils sont souvent conçus comme des compléments aux incitations fiscales, ils peuvent aussi se substituer à elles lorsque les marges de manœuvre fiscales se trouvent limitées, ce qu'on a pu observer dans les dernières années, notamment avec le renforcement de la coordination internationale, dont la directive ATAT ou le pilier 2 de l'OCDE. Et dans ce cadre, donc, les éléments extra-fiscaux ne sont plus seulement des compléments, mais aussi des substituts. Et ce qui est important de noter, donc l'harmonisation des taux d'imposition ne suffit pas nécessairement à réduire les indications concurrentielles, donc dès lors que d'autres leviers demeurent disponibles non harmonisés. Et puis encore la définition des deux taux. Donc on a d'un côté, comme Julie l'a déjà dit, le taux d'imposition légale. Donc il s'agit d'un taux théorique déterminé par la législation fiscale d'un pays ayant pris en compte des déductions, exonérations, crédits d'impôt ou d'autres mécanismes d'optimisation fiscale. Et au Luxembourg, le taux légal d'imposition des sociétés n'est pas un taux unique fixé par la loi, mais il s'agit du résultat de l'addition de plusieurs prélèvements. Donc, on a le fonds pour l'emploi, on a l'impôt communal et on a l'impôt sur le revenu des sociétés. Et puis, on a le taux effectif d'imposition qui reflète le montant réel de l'impôt payé par les entreprises multinationales par rapport à leurs bénéfices. Donc, le taux effectif d'imposition, il tient compte des dispositifs fiscaux spécifiques, des crédits d'impôt et des stratégies d'optimisation utilisées par les entreprises, offrant ainsi une image fidèle de la charge fiscale réellement supportée. Donc, si une multinationale considère s'implanter dans un certain pays, ils vont considérer le taux effectif et non pas le taux légal de ce pays. Donc concrètement, voici les taux effectifs d'imposition des sociétés observés en Europe. Il y a une ça marche mieux. Voici les taux effectifs moyens d'imposition des sociétés observés en Europe en 2017, en gradation de rouge. Donc, plus la couleur est foncée, plus les taux sont bas et inversement. À titre d'exemple, les taux effectifs les plus bas sont observés par ordre croissant au Luxembourg, avec 1,8%. Ensuite, en Moldavie, 2,1%. À Malte, 2,4%. À Chypre, 2,9%. Ensuite viennent la Croatie, les Pays-Bas, le Liechtenstein, la Grande-Bretagne et la Suisse, avec des taux effectifs d'imposition de moins de 10%.
À l'inverse, les taux effectifs les plus élevés, donc sur les pays en clair, sont observés en Norvège avec 26,5%, en France et en Grèce. La source des données pour cette carte est l'étude sur laquelle se fonde la demande de recherche, donc celle de Garcia Bernardo et Jansky, que Julie avait présentée en introduction. Et cette étude se fonde sur les données de 2017. Donc la majorité d'entre vous savent qu'il y a un certain décalage inhérent dans les travaux économiques et surtout empiriques entre la récolte des données, l'analyse, le processus de peer review et enfin la publication. Ce qui fait que l'analyse présentée ici, bien que basée sur des données de 2017, reflète l'état le plus avancé et validé des connaissances scientifiques à la date de la rédaction. Dans cette étude, le taux effectif d'imposition est calculé comme étant le rapport entre les impôts accumulés et les bénéfices positifs, pondérés par la taille relative des bénéfices dans chaque pays. Ensuite, voici la carte représentant la différence entre le taux légal et le taux effectif d'imposition des sociétés en 2017 en Europe. Pour le calcul de la différence, donc on a utilisé les taux effectifs présentés dans la carte précédente et les taux légaux de la Tax Foundation pour 2017 également, bien entendu. Au Luxembourg, le taux légal est légèrement supérieur, mais assez comparable à la moyenne des autres pays étudiés en Europe. Cette carte montre que l'écart entre les taux légaux et effectifs d'imposition sur le revenu des sociétés varie substantiellement entre les pays d'Europe. Pour la vaste majorité des pays étudiés, le taux effectif est inférieur au taux légal, donc sur les pays en nuance de jaune à rouge. Alors, pour ces pays, la différence s'évalue de quelques points de pourcentage seulement, à plus de 30 points d'écart pour Malte, 25 points pour le Luxembourg ou encore 19 points pour les Pays-Bas. Donc les taux effectifs d'imposition d'une entreprise peuvent être nettement inférieurs au taux légal pour plusieurs raisons. Pour citer quelques exemples, on a une évaluation imprécise des bénéfices réellement imposables, une part significative des revenus bruts provenant d'activités bénéficiant de taux préférentiels ou encore une interprétation favorable de la législation par les autorités compétentes. À l'inverse, pour 5 pays, l'écart est négatif, donc ce sont les pays en bleu-vert. Donc on a la Hongrie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Bulgarie et la Norvège. Dans ces pays, le taux effectif est supérieur au taux légal. Ces taux négatifs sont un peu plus difficiles à expliquer, mais généralement dans ces pays où l'écart est négatif ou assez faible, le taux légal est déjà très bas, sauf en Norvège. Dans la littérature, quelques hypothèses avancent des impôts supplémentaires, des taxes sur la consommation ou sur certains revenus spécifiques comme le pétrole ou l'énergie. On a des surtaxes exceptionnelles lors de crises économiques, des régimes fiscaux progressifs ou par palier, des taxes sur les entreprises étrangères ou des exceptions, exonérations fiscales et crédits d'impôt très très limités par rapport à d'autres pays. Ok, donc comme on avait déjà mentionné, donc l'étude de départ c'était celle de Garcia Bernardo Jansky 2024 et en fait on a donc dû chercher d'autres études qui confirment ou qui ne confirment pas les résultats trouvés par les chercheurs et donc on a dans ce tableau toutes les études qu'on a trouver qui calcule le taux effectif du Luxembourg. Donc, on a une fois Daut et al. Qui calcule un taux effectif au Luxembourg avec les données de l'année 2012 de 4%, donc une autre avec 2,2, 3,9. Garcia Bernardo et al. 2023, il calcule 4 taux différents. Et donc, c'est un taux entre 1 et 8%. Et donc, on voit très clairement dans ce tableau qu'en fait, les taux, on a des différences selon les études parce qu'ils utilisent des méthodologies différentes et aussi des bases de données différentes. Mais on peut constater que le taux effectif est significativement plus bas que le taux légal au Luxembourg.
Et dans ce graphique, vous voyez aussi la différence entre le taux légal et le taux effectif pour la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg pour les différentes études. Donc peut-être que je vais... oui. Donc là, on a toujours le taux effectif et le taux légal. Donc vous voyez que pour le Luxembourg, la différence est assez prononcée pour toutes les études. Pour la Belgique, on a aussi une différence entre les deux taux et on le voit aussi pour l'Allemagne et la France, mais beaucoup moins prononcée que pour le Luxembourg. Ok, et puis on a juste pris un exemple, donc on a pris l'étude des départs, parce qu'on n'a pas le temps de parler de toutes les études, mais on voulait vous parler de l'origine des données et de la méthodologie. Cette étude-là repose sur un ensemble de données standardisées appelées déclarations pays par pays, donc ou country by country reporting en anglais. Et en fait, ce dispositif a été conçu par l'OCDE et rendu obligatoire dans l'Union européenne. Donc en fait, les pays avaient jusqu'à juin 2023 à incorporer cette directive dans la loi nationale. Et en fait, avec ce dispositif, les multinationales qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 750 millions d'euros sont en fait obligées de déclarer leur structure, leur prix de transfert et les transactions internes dans les pays où ils opèrent. Et cette base de données, elle a 3 avantages clés. Donc, une fois la couverture géographique étendue, donc au total, il y a 193 pays qui sont dans cette base de données. On a des définitions harmonisées et on a 2 niveaux de données distincts. Donc, on a les multinationales qui ont des bénéfices positifs et aussi toutes les multinationales. Et dans cette étude, si la méthodologie est assez simple, ce qui n'est pas le cas pour les autres études. Donc ici, il calcule juste le ratio des impôts payés et les bénéfices des multinationales. Et puis, il calcule la moyenne pondérée, pour voir quel est en fait le taux moyen effectif payé par les multinationales dans un pays. Et le résultat pour cette étude, c'est qu'ils estiment ce taux effectif de 1,8% pour le Luxembourg pour l'année 2017. Donc ces faibles taux effectifs au Luxembourg illustrent à la fois une réussite d'attractivité et un coût collectif en matière d'équité fiscale. Ces taux s'accompagnent généralement de transferts de bénéfices depuis d'autres États membres de l'Union européenne vers le Luxembourg, ce qui a pour conséquence des pertes fiscales assez importantes pour certains de ces grands pays européens. Selon toujours Garcia Bernardo et Jansky, en 2017, les entreprises multinationales ont transféré environ 1 000 milliards de dollars de bénéfices vers des juridictions à fiscalité avantageuse, ce qui aurait entraîné des pertes de recettes fiscales estimées entre 200 et 300 milliards de dollars pour les autres pays. Les auteurs identifient parmi les principales destinations de ce transfert de bénéfices les îles Caïmans, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse, Singapour, les Bermudes et Porto Rico. Donc l'Atlas of the Offshore World propose une cartographie détaillée des flux financiers transfrontaliers et des pratiques de transfert de bénéfices. La méthodologie utilisée dans cet atlas repose sur l'analyse en fait d'une anomalie statistique. Les auteurs voient que les filiales de multinationales situées dans certaines juridictions à fiscalité avantageuse présentent des niveaux de rentabilité nettement supérieurs au niveau de la rentabilité des entreprises locales, alors qu'une tendance inverse est observée dans les pays à fiscalité plus élevée. Toujours selon ces auteurs, aucun facteur économique classique n'expliquerait une telle différence de rentabilité. Donc, par exemple, ni le capital humain, ni la main-d'œuvre, la taille du marché ou la productivité ne permet d'expliquer cet écart de rentabilité.
Donc c'est cette asymétrie qu'ils considèrent comme le signe d'un transfert artificiel de bénéfices. Donc sur le site, vous pouvez voir l'ensemble des données chiffrées. Et ici, on a repris l'exemple de l'Allemagne, qui aurait enregistré, donc en raison de transfert de bénéfices vers le Luxembourg, des pertes estimées à 9 milliards de dollars en 2021, ce qui correspond à environ 9% de ses recettes annuelles d'impôts sur les sociétés. Donc c'est la ligne Luxembourg. Ici, via cette carte, on a illustré les pertes de recettes de l'impôt sur les sociétés pour 3 grands pays, donc l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, en faveur des principaux pays bénéficiaires. Donc, bien évidemment, les pertes fiscales sont aussi observées en direction d'autres pays, mais ici, on a seulement représenté les flux les plus importants, qui vont donc vers les Pays-Bas, l'Irlande, le Luxembourg et la Belgique. L'épaisseur de trait des flèches représente l'importance ou la grandeur des pertes. Donc les pertes varient pour l'Allemagne de 2 à 9 milliards de dollars, selon la destination des pays. Varient de 2 à 5 milliards de dollars pour la France et de 1 à 7 milliards de dollars pour le Royaume-Uni. Ok, donc pour conclure la partie économique de cette étude scientifique, plusieurs éléments peuvent être retenus. Donc, premièrement, il est important que les estimations disponibles indiquent que les taux effectifs d'imposition au Luxembourg se situent généralement entre 1 et 8%, donc ce qui est significativement plus bas que le taux légal. Et sur les périodes, donc sur les périodes considérées dans les différentes études, donc entre 2004 et 2017, le taux effectif d'imposition apparaît systématiquement inférieur au taux légal. Mais il faut noter qu'on a cette temporalité des données, donc les estimations sont tous antérieures à 2018, puisqu'on avait on a juste analysé les données de 2004 à 2017, donc avant l'introduction de certaines réformes européennes visant à lutter contre l'évasion fiscale, donc notamment la directive ATAT, mais aussi le pilier 2 de l'OCDE avec la taxe minimum. Donc, il y a vraiment cette nécessité d'actualiser les données et d'estimer les taux effectifs pour les années après 2018, ce qui n'a pas encore été fait. Pardon. Et on va tourner maintenant à un autre volet très important, donc le volet historique de développement de la place financière. Merci. Donc, en attendant que les chiffres pour après 2017 apparaissent, on va retourner au début du soir, en fait, au début du XXe siècle, et il nous semblait, en tout cas, moi j'étais content qu'ils ont invité des historiens pour voir un peu quelles sont les structures et les acteurs qui permettent aujourd'hui, ou en 2017, en tout cas, d'avoir cette différence entre les deux taux, et à partir de quand le Luxembourg dispose, et je vais revenir, d'avocats, de banquiers et de firmes d'audit qui permettent de faire cette ingénierie fiscale. Donc, vous le savez probablement, hein, donc avant au XIXe siècle, la place financière luxembourgeoise est quasi inexistante, avec tout cela pour les besoins de la population locale, et c'est à partir de l'entre-deux-guerres que ça devient une place financière internationale, avec une loi qui est votée, qui crée en 1929 des holdings qui permettent d'un côté, qui bénéficient de certains avantages fiscaux et qui permettent aussi de garantir un certain anonymat et qui deviennent alors, dès les années 30, on a souvent dit dans la littérature que cette loi des holdings était un échec parce qu'il y avait la crise de 29, c'est plutôt le contraire, parce qu'il y avait la crise de 29 et que les autres États autour ont augmenté la position, que ces holdings étaient en fait un succès dès les années 30. Et donc vous avez des multinationales déjà à l'époque, par exemple Ford, s'installe au Luxembourg pour toutes les voitures qui sont vendues en Europe, et les familles aisées, essentiellement belges, françaises et allemandes, qui font déjà appel à ce régime fiscal avantageux, avec alors déjà à l'époque essentiellement à l'époque des notaires et des banques
dans la ville qui vont se spécialiser dans toute cette structuration fiscale. Il y a un arrêt pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont pas trop toucher, et c'est un système qui reprend après 1945, qui a été les premiers pas de la construction européenne critiquée par les pays voisins, et on voit dès la fin des années 50 aussi une volonté du gouvernement luxembourgeois à protéger ce système des holdings face à une harmonisation qui pourrait venir d'en haut. Donc ça, c'est un premier envol. Un deuxième envol qui est important, c'est dans les années 60, où il y a déjà un premier développement d'une industrie des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, pourquoi au Luxembourg? Donc c'est un moment, on est dans les 30 glorieuses, la classe moyenne commence à avoir de l'argent de côté, ils peuvent investir, ils vont commencer une première fois à mettre leur épargne dans des fonds d'investissement. Le Luxembourg est intéressant parce que des avocats luxembourgeois vont proposer à l'administration fiscale luxembourgeoise de donner le même régime fiscal au holding qu'aux fonds d'investissement. Le législateur, c'est même pas le législateur, donc c'est l'administration fiscale est d'accord avec l'argumentaire légal présenté par les avocats luxembourgeois, et ça explique pourquoi ces fonds d'investissement vont aussi, en tout cas, être domiciliés au Luxembourg. Cette industrie naissante va connaître un effondrement au début des années 70. Il y a un grand scandale autour d'un de ces fonds d'investissement au Luxembourg. Et donc, il y aura un premier effondrement de cette industrie, mais l'état de ce que l'industrie des fonds d'investissement est aujourd'hui est construit à ce moment-là. Troisième envol de la place financière au niveau international et le développement des euromarchés. Donc, vous commencez à avoir dans les années 60 un nombre important de dollars qui ne sont pas présents aux États-Unis, mais entre autres en Europe, qui ne sont pas soumis aux réglementations américaines, et donc qui peuvent être prêtés comme ils sont moins réglementés, d'une manière moins chère. Et donc là, de nouveau, le Luxembourg, qui n'a pas de régulation sur le sujet, et qui demande aussi pour la cotation à la bourse des taux moins importants que, par exemple, Londres, va devenir un marché important, et c'est à partir de ce moment-là que le nombre de banques au Luxembourg va exploser. Donc il y a, je ne sais plus exactement, mais il y a moins que 10 banques au début des années 60, et il y a, je crois, plus que 90 banques 10 ans plus tard. Donc c'est grâce au marché que cette structure de place bancaire internationale va venir, et puis on a à partir des années 80 une place financière donc, qui a trois piliers importants: les banques, les avocats et les sociétés d'audit qui vont venir au Luxembourg, et qui va se structurer autour de trois piliers importants, et qui sont des trois piliers qui existent encore aujourd'hui. Donc c'est d'un côté la domiciliation, qui repose pendant très longtemps encore sur cette loi de 1929. Si vous regardez à partir des années 80, toutes les sociétés d'audit, mais aussi les grands bureaux d'avocats d'affaires qui commencent à mettre en place, ont un département de domiciliation. La domiciliation donc elle est structurante pour la place financière. Elle est aussi importante parce que la domiciliation, contrairement au fonds d'investissement, est une pratique finalement assez simple. Donc vous ne devez pas avoir un savoir légal très prononcé pour créer ces sociétés-là. Et donc, il y a à côté des grandes firmes d'audit, des grands cabinets d'avocats d'affaires, et à côté des banques, vous avez aussi un écosystème beaucoup moins stable de gens qui viennent pour une dizaine d'années au Luxembourg dans des petites entreprises qui offrent ces services, surtout que la domiciliation est un des services qui, à partir des années 90-2000, devient aussi quelque chose qui est considéré comme risqué, et donc beaucoup des grands bureaux d'avocats d'affaires ou des audits vont externaliser cette pratique-là à l'extérieur de leur structure. Un deuxième élément qui est important, c'est le private banking, qui n'est pas tellement intéressant pour le sujet de cette différence de taux, qui jusqu'à les années 80-90, s'adressait essentiellement à la classe moyenne européenne, donc ce fameux dentiste belge, et qui, avec des mesures qui sont prises depuis les années
2000, donc l'introduction à la retenue de la source, l'abolition du secret bancaire, sont plus tellement intéressants pour la classe européenne parce que ça devient aujourd'hui un produit cher et donc ça intéresse aujourd'hui plutôt à des gens qui sont vraiment riches. Donc, par exemple, la Banque de Luxembourg, aujourd'hui, il faut venir avec 5 millions d'euros pour que ça devienne intéressant aussi pour la personne qui vient parce que c'est des services qui coûtent très cher. Et puis, vous avez les fonds d'investissement qui sont aujourd'hui le porteur principal de la place financière. Donc on dit toujours que ça marche tellement bien parce que Luxembourg est toujours le premier à changer, à appliquer la directive. Donc ce qu'on essaie de montrer, c'est que c'est quelque chose qui existe depuis avant les directives européennes et ça marche aussi très bien parce que Luxembourg applique toujours que la directive et n'ajoute pas d'autres règlements, ce que les grands pays font, entre autres pour protéger leurs consommateurs, ce que le Luxembourg fait pas. Donc aujourd'hui, le secteur, donc les notaires, non pas les notaires sont de plus en moins importants dans l'informatisation, et très importants pour l'administration, mais donc les banquiers, les avocats et les firmes d'audit font, je crois, plus d'argent avec aujourd'hui autour des fonds d'investissement. Et on a aussi vu qu'à travers les fonds d'investissement, il y a un changement dans la structuration des grands acteurs de la classe financière. Jusque dans les années 80, 90, c'était les banques qui étaient largement dominants. C'est aussi eux qui avaient le lobbying le plus puissant. Et ça a clairement changé. Il suffit de regarder qui a construit les derniers grands temples de l'argent au Luxembourg. Ce n'est plus les banques, mais c'est plutôt les cabinets d'audit et les grands cabinets d'avocats d'affaires. Et dans notre étude, on avait aussi montré aussi que cette question du taux effectif et du taux réel est une pratique qui existe depuis très longtemps, donc c'est pas quelque chose qui a apparu les derniers 30 ans. On a aussi amené dans l'étude 4 cas d'études, dont celle de Fort et une que Fabio va vous présenter. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous présente donc un de ces 4 cas d'études de la partie historique de la note relative en fait à la SODEC, la société d'électricité, une holding qui a été créée en 1938. Et en fait, les origines de cette holding remontent en 1936 en Espagne. Vous allez vite apprendre pourquoi. Après l'éclatement de la guerre civile espagnole, les dirigeants de l'entreprise Chade, qui était une entreprise basée à Madrid et qui investit dans le secteur électrique en Amérique latine, voulaient en fait protéger les intérêts de leur société. Et il faut également savoir que la Chade était une filiale de la Sofina, une multinationale belge. Et par peur que le gouvernement républicain espagnol puisse nationaliser la société ou avoir une mainmise quelconque sur le patrimoine de la société, les dirigeants de la Chade et de la Sofina cherchent donc une solution pour sauvegarder les intérêts de la société sans devoir dissoudre l'entreprise, parce que cela aurait entraîné le paiement d'impôts à l'État espagnol. Et leur solution qu'ils trouvent est donc la suivante. L'équipement et les concessions de la Chade passent à une société argentine qui, elle, était une filiale aussi de la Sofina, tandis que le portefeuille de la société passe à une société néerlandaise, la Firma Elec, qui, elle aussi, était une filiale de la Sofina. Et ensuite, dans une deuxième étape, le patrimoine qui est transféré à la Firma Elec devrait passer à une holding à créer au Luxembourg. Or, en 1936, il n'était pas encore possible de créer une holding, une société holding au Luxembourg avec un capital d'une société étrangère de plusieurs milliards d'euros, francs, pardon, pas d'euros. Et donc, il fallait en fait adapter la législation luxembourgeoise. Et en 1937 et 1938, il y a eu des échanges entre l'administration des contributions et l'administration de l'enregistrement et un représentant de la Sofina, un notaire bruxellois qui était en même temps le directeur de la Firma Elec,
pour donc regarder comment on peut adapter la législation, comment on peut créer un cadre qui permet la création de la future SODEC. Et ces échanges portaient notamment sur la rédaction, le développement de 2 arrêtés. Et ces 2 arrêtés ont donc été publiés le 17 décembre 1938, un arrêté dit fiscal et un arrêté dit commercial. D'un côté, en ce qui concerne la régularisation de l'apport de capital étranger pour la création de la SODEC, ou du holding de manière générale, et d'un autre côté aussi l'adaptation du barème fiscal des holdings à un capital de plus de 1 milliard de francs. Et 3 jours après la publication, la promulgation de ces 2 arrêtés, la SODEC a été constituée. Après, il y a encore eu des étapes pour la régularisation du capital de la SODEC, mais donc le 20 décembre, elle a été constituée. On peut identifier 3 raisons qui expliquent le choix du Luxembourg pour donc la création de la SODEC. D'abord, l'ouverture du gouvernement luxembourgeois à la requête des dirigeants de la Tchad et de la Sofina, le gouvernement qui était très ouvert aussi à trouver une solution pour que cette holding puisse être créée. Deuxièmement, les pouvoirs exécutifs élargis du gouvernement à l'époque. Il faut savoir que dans les années 30, le gouvernement luxembourgeois pouvait prendre des arrêtés grand-ducaux, surtout en matière économique, sans devoir passer par une loi à voter à la Chambre des députés. Et donc, il y avait plus de flexibilité pour adapter la législation à l'époque. Et troisièmement, déjà à la base, les sociétés holding bénéficiaient d'un régime fiscal plus avantageux. Donc voilà, en résumant, un de ces 4 cas d'études, qui est aussi le plus ancien que nous avons analysé dans la partie historique. Et je donne aussi la parole maintenant à Julie pour la suite. Voilà, donc maintenant, on peut passer à la partie juridique, c'est-à-dire le droit fiscal comme outil d'attractivité et facteur d'exposition à la concurrence fiscale étatique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, dans cette partie, j'ai voulu essayer de voir comment le droit fiscal, donc on le sait, je veux dire, les historiens viennent de nous le dire, le droit fiscal luxembourgeois sert d'outil d'attractivité économique. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis concentrée sur 3 dispositifs emblématiques. Donc, on avait les anciennes holdings de 1929, les sous-parties, les fonds d'investissement. Et donc, on sait que ce sont les véhicules qui ont le plus contribué à attirer les capitaux étrangers et à construire l'image internationale de la place luxembourgeoise. Et en fait, on se rend compte que ce cadre fiscal, ce cadre juridique a été créé, adapté ou supprimé même pour permettre au Luxembourg de rester compétitif en fait. Sauf qu'il faut de plus en plus prendre en considération le contexte international et européen. Donc, en fait, pour comprendre pourquoi les holdings de 1929 ont fini par disparaître, il faut replacer le Luxembourg dans cette dynamique donc, européenne et internationale de lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Alors, comment? Donc, ça part des années 1990, en fait. On a plusieurs institutions qui vont donner l'alarme. En 1992, on a un premier rapport, le rapport Voting, qui montre qu'on a certains régimes fiscaux qui créent des distorsions de concurrence dans le marché européen. En 1996 et en 1997, on a le Conseil Ecofin, on a aussi plusieurs sommets du G7 qui, eux, appellent à mieux encadrer la concurrence fiscale dommageable et à renforcer la transparence. En fait, toutes ces discussions débouchent sur une communication de la Commission européenne en 1997. Alors, la Commission, elle, est d'avis qu'il ne faut plus introduire de régimes fiscaux dommageables. Donc, c'est ce qu'elle soutient. Et en parallèle, on a l'OCDE qui mène aussi ses travaux. Donc, en 1998, on a l'OCDE qui introduit un rapport sur la concurrence fiscale dommageable. Et en fait, définit 2 notions qui sont très importantes. C'est le paradis fiscal
et le régime fiscal préférentiel dommageable. Alors, pour qualifier ces différents régimes, en fait, l'OCDE donne des critères qui sont cumulatifs, donc l'absence de taux ou un taux très faible, mais aussi une absence de transparence, une activité économique minimale nulle et parfois un avantage réservé aux non-résidents. Donc en fait, l'idée, elle est simple, c'est que ces régimes vous attirent artificiellement des profits. Enfin, les sociétés qui ont ces activités ont pas vraiment d'activité réelle et du coup, ça va affaiblir les recettes fiscales des autres pays. Alors, ce qu'on remarque aussi quand on lit les documents, c'est qu'à l'époque, le Luxembourg est assez réticent à... il émet des réserves face aux recommandations de l'OCDE en 1998. À l'époque, il disait que ça touchait surtout le secret bancaire luxembourgeois. Et le Luxembourg émet tout d'abord des réserves. En 1999, on passe à l'échelle de l'Union européenne. On a le rapport Primero qui, lui, identifie très clairement les sociétés holding de 1929 comme des aides d'État. Donc, à ce moment-là, on dit que ces structures sont créées pour des raisons fiscales, avec peu de substance économique et qu'elles bénéficient de conditions très favorables, et donc, du coup, qu'elles faussent la concurrence. Donc, tous ces constats ont mené la Commission européenne à introduire une action formelle contre le Luxembourg. Alors, avant qu'il y ait une action véritable de condamnation du Luxembourg, on a des tractations entre la Commission et le Luxembourg. Donc, au départ, ce qu'elle fait, la Commission européenne, c'est qu'elle propose des modifications pour amener progressivement à la suppression. Le Luxembourg est encore réticent, mais en fait, au fur et à mesure, le Luxembourg se rend compte que la position est intenable et donc on a un premier tournant. Je me rends compte que j'ai oublié un slide, mais vous avez le résumé de tout ce que je viens de dire sur ce slide. Et en fait, on a un premier tournant en 2006, donc tournant lors duquel le Luxembourg accepte de commencer à se conformer aux standards européens, finalement, à ce moment-là. Donc, on a vraiment à ce moment-là une non-conformité progressive du Luxembourg aux standards internationaux de l'OCDE. Alors, l'exemple le plus parlant, il y en a d'autres que j'ai cités dans la note, mais pour faire simple et concis, l'exemple le plus parlant, c'est celui du programme, des actions BEPS, donc Base Erosion and Profit Shifting, qui est une initiative internationale tout d'abord initiée par l'OCDE, qui est ensuite traduite à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, en fait, l'objectif de ce plan, c'est bien d'assurer que le profit des entreprises soit imposé là où les activités économiques sont réellement exercées. Et donc, BEPS cherche en fin de compte à combler les failles des systèmes fiscaux nationaux qui sont utilisés pour contourner finalement le paiement de l'impôt. Et donc, il définit plusieurs actions différentes qui sont transposées à l'échelle de l'Union européenne par des directives, avec des termes comme la transparence et la lutte contre les montages hybrides, etc., etc. Et à l'échelle du Luxembourg, ces mesures sont bien implémentées dans le droit interne, sont bien transposées et donc traduites dans le droit national, notamment par plusieurs lois. Et donc, on se rend bien compte que ce cadre BEPS impose un combat contre l'évasion fiscale et que le Luxembourg l'implémente aujourd'hui de manière complète. Alors, vous allez me dire, est-ce que cela signifie que tout est réglé et qu'on vit dans le meilleur des mondes? Alors, non, bien sûr que non. Je peux me baser sur peut-être deux enjeux qui sont persistants pour le Luxembourg. Le premier, je pense que tout le monde est au courant, il s'agit des ruines. Alors, ces ruines sont des décisions fiscales anticipées qui sont accordées aux entreprises et pendant longtemps, comme les historiens nous en ont parlé aussi dans leur partie, ces ruines étaient accordés sans qu'il existe de base légale, en fait, pour les accorder. Donc, c'était une discussion qui pouvait mener à un traitement fiscal accordé par une administration à une entreprise sans que forcément il y ait une base juridique pour ce faire. À partir de 2014, les LuxLeaks montrent que des revenus qui ont été validés
et qui en fait mettait en scène des structures qui avaient très peu de substance, voire qui étaient de simples boîtes aux lettres, et qui permettaient de transférer les bénéfices artificiellement au Luxembourg. Donc, le Luxembourg a eu beaucoup de critiques relatives à la transparence et aussi, notamment, on regarde du droit des aides d'État européens, donc on va venir là-dessus un petit peu plus tard. Mais bon, ça pouvait ne pas être conforme à l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sous la pression internationale, ce qui s'est passé, c'est que le Luxembourg a commencé une réforme en profondeur. Donc, on a ajouté une base légale dans l'AO, donc c'est le nouveau paragraphe 29 de l'APCAD Ormond. Et donc, l'objectif, c'est effectivement d'améliorer la procédure de roaming, sauf qu'on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a certaines normes qui subsistent, la transparence est encore critiquée, le pouvoir d'appréciation de l'administration reste large, et certains roamings sont encore l'objet d'actions de la Commission européenne contre le Luxembourg. Ce qu'on remarque par contre à travers ce document qui vient d'un rapport de l'OCDE, c'est qu'on a de moins en moins de roaming qui sont dans le périmètre d'examen. Donc ça veut dire aussi qu'on a de moins en moins en fait de roaming au Luxembourg ici. Le deuxième document qui est lié au premier, c'est alors c'est justement ce problème. Bon, c'est lié au roaming, hein, puisque ce sont à chaque fois des roamings qui sont en question. Et finalement, c'est cette idée que le Luxembourg reste très vulnérable quant à une potentielle qualification de roaming en tant qu'aide d'État. Alors, qu'est-ce que c'est une aide d'État? Donc, la Commission européenne donne 4 critères pour qualifier une mesure d'aide d'État. Alors, il faut d'abord qu'elle procure un avantage économique, donc ça veut dire que certaines entreprises peuvent en bénéficier au détriment d'autres. Que ces entreprises peuvent réduire leur charge fiscale par rapport au régime normal. La deuxième condition pour qualifier une aide d'État, c'est que cette mesure doit être nationale, donc elle est fixée par un État membre. Cette mesure, en troisième point, a un effet sur la concurrence, donc elle va favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres, et elle doit être sélective, c'est-à-dire qu'elle favorise certaines entreprises ou certaines productions par rapport à d'autres. Alors, ce qui se passe, c'est que on a eu des roaming qui ont été analysés par la Commission européenne. Donc, toutes ces affaires, à part de McDonald's, qui n'ont finalement pas donné lieu à une procédure formelle, la Commission a conclu son enquête en disant que finalement le roaming ne donnait pas lieu à une procédure formelle devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais en fait, on s'est rendu compte que pour tous ces roamings, la Commission a mené une enquête, elle a conclu qu'il s'agissait d'une aide d'État. Dans certains arrêts, le tribunal première instance validait le fait qu'il s'agissait d'une aide d'État, mais c'est ensuite cassé par la Cour de justice de l'Union européenne, qui, elle, estimait qu'en fait la Commission européenne n'avait pas analysé le bon cadre de référence. C'est-à-dire que la Commission européenne ne vérifiait pas si le principe de pleine concurrence qui était défini à l'échelle de l'OCDE était lui-même en droit luxembourgeois. Donc, ça veut pas dire qu'on est sauf, ça veut juste dire en fait qu'à terme, si la Commission européenne fait une analyse adéquate du principe de pleine concurrence, potentiellement, la Cour de justice de l'Union européenne pourrait analyser un roaming luxembourgeois sur le fond et décréter que le roaming est contraire et constitue bien une aide d'État. C'est juste que ça n'a pas été fait en fait jusqu'à maintenant. Donc effectivement, pour le moment, toutes ces actions en justice ont donné lieu au fait que le Luxembourg n'a pas été condamné en fait. À part peut-être ATAD qui est encore en cours, donc on va voir ce qui se passe à ce moment-là. Donc, ça c'était pour la partie, rapidement pour la partie juridique. En fait, ça nous a amené à nous interroger sur s'il ne faudrait finalement pas considérer une approche un petit peu plus multidimensionnelle de la compétitivité luxembourgeoise, en fait. Parce que, donc, ce qu'on a remarqué, pourquoi cette partie? Et c'est là que je vais vous demander de vous souvenir du rapport Fontanier. En fait, on se rend compte que la performance du Luxembourg, elle repose sur une combinaison d'indicateurs diversifiés. Donc, vous voyez ici, en fait, les différentes thématiques et ressources d'indicateurs. On se rend compte, en fait, que parmi ces indicateurs, on a donc le cadre réglementaire, un environnement institutionnel efficace, une capacité d'innovation, etc., etc. Et en fait,
c'est finalement l'agglomération de ces indicateurs qui permet de donner au Luxembourg un rang, en fait, qui permet de dire, OK, le Luxembourg est bien compétitif. Donc, ces indicateurs, en fait, ils ont été développés donc, par l'Observatoire de la compétitivité, mais aussi par IMD. Et donc, en fait, on se rend compte que le tableau de bord de la compétitivité luxembourgeoise met en évidence plusieurs atouts différents du pays. Donc, on a, par exemple, le positionnement géographique au centre de l'Europe, une stabilité macroéconomique, on a un cadre, enfin, un écosystème d'affaires spécialisé, mais on a aussi certains défis. Et donc, ces défis-là, vous pouvez aussi les voir ici. Par exemple, le prix de la politique en matière de coûts, bien encore la diversification de l'économie reste des défis pour le Luxembourg. Mais en fait, l'idée, c'est que certes, la fiscalité est un levier stratégique pour un pays de petite taille, et il le sera sans doute toujours, mais dans un contexte d'ouverture économique et aussi de concurrence internationale, on ne peut plus finalement vivre les uns sans tenir compte des autres, on a donné un cadre d'attractivité multidimensionnelle qui prend en compte tous ces facteurs. Et donc, de fait, la fiscalité ne doit plus être considérée en tant que politique seule, mais elle doit être également considérée dans un ensemble plus global. Ce schéma qui donne, donc en fait, ce schéma donne la position du Luxembourg. Il est préparé par l'IMD, qui est un institut de recherche affilié à l'Institute for Management Development, qui est une école de commerce à Lausanne. En fait, il classe la position du Luxembourg sur 69 pays au total. Et donc le Luxembourg en globalité, pas par indicateur, mais en globalité, le Luxembourg est classé 20e, donc le Luxembourg est quand même bien classé. Et on se rend bien compte qu'il y a certains domaines dans lesquels il y a une amélioration qui est encore possible, ou bien alors certains domaines dans lesquels le Luxembourg excelle. Donc voilà, cette partie finalement permet de conclure qu'en réalité, il est impossible à l'heure actuelle de considérer seulement la fiscalité pour définir la compétitivité économique du pays, mais qu'il faut bien prendre en compte tous les facteurs qui existent afin de qualifier le Luxembourg de compétitif. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, merci beaucoup. Je vais me lancer. Félicitations d'abord pour le rapport et aussi pour l'initiative que vous avez prise d'analyser des questions aussi épineuses que la concurrence fiscale. Je pense qu'il y a 20 ans, ce n'a pas été possible. Surtout par une institution comme la Chambre des députés. Donc, bravo pour votre travail. J'ai plusieurs questions. Je vais commencer par celle qui m'intrigue le plus. Ça fait référence à la première partie où vous avez exposé les calculs qui montrent le taux d'imposition effectif. Et ma question, c'est je devrais connaître la littérature pour être honnête, parce que c'est une question que j'ai déjà abordée dans mon travail. La question est quel est le dénominateur que les auteurs ont utilisé pour calculer ce taux effectif? Vous avez parlé des bénéfices. Mais le vrai indicateur qu'il faudrait avoir, ce sont les bénéfices imposables. Et d'après mes connaissances, cette source statistique n'existe pas. Ça dépend des études. Donc, dans cette étude-là, attendez. Ils ont les chiffres depuis qu'ils ont les données country by country reporting. Donc là, ils ont vraiment les données consolidées, aussi les données non consolidées, donc filiale par filiale avec les chiffres d'affaires, donc il y en a tout. Donc là, ils réussissent à construire les bénéfices imposables. Donc. Ok, deuxième question. Est-ce que vous connaissez le nombre d'observations qu'ils ont pour le Luxembourg dans ces calculs? Combien de sociétés sont comprises dans ce calcul? On l'avait, oui.
Je sais même pas si on l'a mis dans le rapport, mais c'était un nombre considérable. Donc c'était, je dirais maintenant environ 40 observations, mais ça dépend aussi des études. Il y a des études avec plus d'observations. Non, ça c'était juste l'étude. Non, c'est pas dans le rapport, mais dans les études, on voit les observations. Donc c'est. Dernière question, après je vous laisse tranquille. Est-ce que vous savez s'il y a des séries longues sur ces taux effectifs? Est-ce que ces calculs qui ont été faits par plusieurs auteurs pourraient donner lieu à construire quelque chose comme une série historique, une série longue sur les taux effectifs? Oui, bien sûr. Ça pourrait être fait. Je pense qu'il y a personne qui est donc. Souvent, les auteurs, ils se focalisent juste sur une année précise, mais on pourrait avoir un historique des taux effectifs utilisant la même méthodologie. Vous ne l'avez pas publié ou recherché? On l'a pas fait, non. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Peut-être une question qui mêle le juridique et l'économique. Donc, vous avez présenté les actions liées au BEPS. Et là, est-ce qu'on est d'accord que c'est homogène? Donc, peu importe l'état considéré, sont le même type d'actions, de mesures légales, etc., qui sont appliquées. Mais est-ce qu'on n'a pas là en soi un problème, étant donné, comme Laura avait insisté dessus, vous avez le Luxembourg qui a une condition institutionnelle, une condition de taille de marché, une condition, la taille du pays, etc., son histoire, qui fait que globalement, il faut compenser en quelque sorte le manque d'économie d'agglomération, etc., chose que vous trouvez ailleurs, que vous n'avez pas du fait de la structure du pays. Est-ce que là, on n'a pas un problème, en fait, du fait d'avoir une sorte d'hétérogénéité dans les conditions matérielles et en quelque sorte quelque chose qui est homogène, qui est imposé au niveau juridique? Je pense qu'il faut préciser que c'est pas totalement homogène. On a de l'hétérogénéité. Si tu prends par exemple dans la directive ATAT, il y a les Control Foreign Company Rules qui disent si j'ai une multinationale et une partie de ma multinationale est implantée au Luxembourg, mon headquarter est en Allemagne. Donc, il y a une différence de taux que je dois payer en Allemagne. Alors. Et donc, ce taux que je dois payer en Allemagne, l'Allemagne peut choisir. Donc, il y a une limite inférieure que la TAT définit. Donc, c'est 50% du taux légal qui est dans ce pays. Donc, ça peut varier entre 50 et 100% du taux. Donc, il y a de l'hétérogénéité dans ces dispositifs. C'est pas. Non, ok, merci. C'est parce que je pensais plus, mais je suis pas sûr si la question est claire, en fait, au fait que ces dispositions légales, au final, donc là, tu parles vraiment d'un ajustement fait au niveau de l'entité qui est concernée, enfin, de la société qui est concernée. Je veux dire, en termes d'implémentation légale, est-ce que c'est pas nécessaire de toutes les mesures du BEPS, est-ce que c'est pas nécessaire de s'ajuster à la structure du pays? Parce que l'action du pays et de là où il tire sa compétitivité dépend de sa structure initiale, et le Luxembourg, c'est un petit marché, etc., etc. Alors, sans doute que dans le meilleur des mondes, oui. Maintenant, les directives en question laissent aussi une certaine marge de manœuvre dans leur transposition. Ça veut dire qu'elles donnent seulement un objectif de moyens, c'est-à-dire que l'objectif de la TAT soit réalisé. Maintenant, si un État membre comme le Luxembourg pouvait ou a besoin d'autres mesures pour les implémenter, tant qu'on arrive au résultat, je pense que ça irait. Enfin, ce ne serait pas retoqué par la Commission européenne, en tout cas. Le point étant qu'il n'y a tout de même pas. Enfin, par exemple, pour la directive ATAT, le Luxembourg a, dans son champ d'application, a élargi. Donc, il y a une certaine liste d'entités qui doivent être couvertes dans ATAD. Le Luxembourg a ajouté les entités de titrisation. Là, par contre, vu que la directive donne une liste précise d'entités couvertes, le Luxembourg n'a pas le droit de le faire.
Donc là, effectivement, il n'y a pas de hétérogénéité possible, il n'y a pas d'interprétation possible complémentaire. La transposition, c'est vraiment directive par directive du moment que la fin est atteinte, en fait. Hein. Elle laisse les États membres libre moyen. Voilà. Ok, merci. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter après. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la présentation. Je vais un peu juste connaître avec ce que Ferdi avait dit sur le calcul. Parce qu'il m'intrigue également dans le sens, je crois comprendre que BEPS utilise les profits comptables, c'est ça? Ou est-ce qu'on y parle plutôt de profits fiscaux? Les profits comptables, oui. Voilà, donc si c'est profits comptables, comment est-ce qu'on est parvenu à reconstituer la base imposable? Parce qu'au Luxembourg, il y a quand même des différences assez considérables entre la base imposable et la base donc fiscale ou comptable, parce que comptablement, on n'arrive pas à la reconstituer dans les comptes. Donc, ça voudrait dire que les taux qu'on observe, c'est un peu un non-sens dans le sens où on ne peut pas observer à l'aide des chiffres comptables le taux nominal, bien sûr, sauf si on a les impôts différés. Mais je pense que dans BEPS également, on ne tient pas compte des impôts différés. Et donc, ça introduit des distorsions, si ce n'est déjà au niveau luxembourgeois, qu'il n'y a aucune obligation de comptabiliser les impôts différés. Donc, je me pose un peu la question de la signification de la comparaison, dans quelle mesure elle est pertinente. Mais on a l'obligation avec ce country by country reporting de déclarer la structure des prix de transfert, les transactions internes. Donc, mais bon, il faudrait, on va vérifier. Parce que typiquement, je veux dire, ça c'est une donnée banale, c'est les dividendes reçus, souvent sont exonérés, donc la base fiscale, donc ça on arrive à isoler. Il y a d'autres éléments qu'on arrive difficilement à isoler. Et je me demandais également, est-ce qu'il y a des informations dans le country by country reporting sur les pertes reportées fiscalement? Oui, les pertes, oui. Les comptables, c'est ça, pas fiscales. Oui. Ok, ça sert malheureusement pas à grand-chose. Oui. Parce que s'il y a une grande divergence entre comptable et fiscal en termes de pertes reportées, on n'arrive pas à expliquer cette différence de taux. Donc, bon, ok. Bon, donc les questions étaient perdues. Ça, tu l'évaluerais comment, le biais jaune? Le biais est de telle manière qu'en fait, tu observes des différences de comptabilisation. Déjà, rien que le fait qu'au Luxembourg, base imposable, elle est plus large à l'étranger. Ouais. Je ne sais pas si peut-être on est un peu plus généreux sur la base imposable, ça ne se voit pas dans le taux légal, ça se voit après dans le taux effectif. Et l'autre, malheureusement, on ne saurait pas expliquer pourquoi notre taux effectif est tellement faible. Et voilà, du fait de là, les différences éventuellement institutionnelles avec d'autres pays, tu penses qu'alors ça influencerait le biais dans quel sens? Je veux dire, le biais pour la différence. Moi, je me demande juste quelle est l'explication pour laquelle on a un taux tellement faible au Luxembourg, parce qu'à priori, le taux, c'est le taux légal qu'on applique à une base imposable. C'est sur quel élément que ça s'explique? Ça, c'est ma question. Bon. Oui, bon, pour ça, on n'a pas encore de réponse. Il n'y a aussi pas de réponse dans les articles qu'on a trouvés. Mais bon, il faudra, faire une autre étude. Je vais quand même rajouter que ça ne doit pas diminuer la valeur de votre travail. Non. Vous avez fait un travail scientifique, une documentation scientifique quand même important et intéressant. Il y a peut-être un volet statistique qui doit être derrière, qui doit être peut-être basé sur des vraies données observées, qui resterait peut-être à faire. Mais cela ne doit pas diminuer votre travail, nos deux questions. Moi, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je vais poser une question. Je ne sais pas si elle a allumé. Si, c'est bon, c'est vert. Non, on croit que ce soit dans Ah, ok. Là, c'est allumé. Ah, c'est bon. Ok. Justement, je vais rebondir un peu là-dessus, parce que c'est un peu comme une sorte de demande supplémentaire. Je voulais savoir si, suite à la présentation de vos travaux, vous avez eu des demandes d'informations supplémentaires ou complémentaires de la part de la Chambre des députés déjà. Et puis, si vous-même, vous avez des projets de poursuivre les travaux sur ce sujet. Oui.
Oui. Non. Oui. Ah bon. Alors, au niveau de la Chambre, effectivement, on a eu des questions supplémentaires, plus pour comprendre où se situait le Luxembourg dans un contexte un petit peu plus global. Donc, notamment, on a eu des demandes d'interprétation de ce classement de compétitivité, parce qu'effectivement, on voit que la taxe policy de Luxembourg est 49e sur 69 pays, je sais plus combien, 69 pays, oui, ce qui n'est pas forcément un bon classement à ce niveau-là. Honnêtement, j'ai lu plusieurs rapports, enfin, il y a eu plusieurs rapports de la Chambre de commerce aussi, puisque la Chambre de commerce reprend ensuite. Les explications ne sont pas... il faudrait analyser un petit peu plus en profondeur ces rapports-là, parce que je trouve que les réponses, bon, c'est lié à la simplification fiscale, le nombre de jours nécessaires pour créer une entreprise qui est plus long au Luxembourg, enfin, ce sont des données comme ça. On a eu d'autres explications, enfin d'autres demandes d'explications en ce qui concerne notamment effectivement expliquer les différences entre les études en fait. Pourquoi est-ce qu'on a une qui nous donne un taux de 1, 8, l'autre 4, enfin voilà. Donc il fallait un petit peu expliquer qu'en fait chacune des études se base finalement sur des années différentes donc, et des bases de données différentes et que donc du coup on aboutit à des résultats différents. En fait, ce qui serait intéressant, ce serait de voir si le taux a évolué maintenant, en fait. Mais on n'a pas les données pour faire ça, en fait. Mais ça, ce serait intéressant. Et alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans notre recherche, on n'a pas non plus pris en compte le pilier 2, donc la transposition de la dernière directive sur l'imposition minimale. Merci. Je vous ennuie encore une dernière fois. Ce sera rapide parce que c'est par oui ou non. Est-ce que vous avez tenté ou est-ce qu'il y a des études qui ont tenté de décomposer en fait les sources du différentiel, d'attribuer, de quantifier par exemple la transposition de la directive sur les fonds, à combien ça contribue pour cette année-là, etc. Dans cela, il y en a une, mais elle n'est pas mentionnée dans nos rapports parce qu'elle ne se focalise pas sur le Luxembourg. Donc, il y a une qui en fait ça. Je peux te donner la référence. Super, merci beaucoup. Encore merci pour la présentation. Il n'y avait pas de questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui. I will speak English, so I didn't bother you with my French. But I wonder, a simpler question: do you have a total amount of tax that was, how to say, that was not registered because of Luxembourg in the world? And when you present this tax to the members of parliament, how was their reaction from a moral point of view? Are they aware of this? Can you maybe just repeat the first part of the question? Like, you have a total amount of tax that was being lost, like what we due to showed with Luxembourg. You showed the example of Germany. Yeah. Do you have a total amount of this? We don't have it, but it's simple to calculate it. You have the data for all the countries which are in the European Union, so you could basically calculate it from it. Yeah. And how was the reaction in the Chambre des députés? I wondered, are they aware of this fact? Alors, on n'a pas encore eu l'occasion de présenter notre étude en commission parlementaire. Donc, j'avoue que pour le moment, vous êtes les premiers sur qui on teste la présentation. Donc, on n'a pas encore pu justement discuter de cette question au niveau des députés. Mais bien sûr, on attend que ça. Jean-Pierre qui a fait la demande. Oui. Elle l'a bien reçu, oui, tout à fait. Non, au niveau de la réception de la note, effectivement, on a eu une très bonne réception de la note. C'est juste qu'on n'a pas eu l'occasion de la présenter ou d'en discuter. Mais oui, Lucie était content de cette note.
Ok, je pense qu'il n'y a plus de questions. On pourra toujours discuter après. Merci à toutes les personnes qui ont participé en ligne et en présentiel. Nous allons, si c'est OK pour vous, partager les salles, en tout cas en interne, et aussi sur Internet. Donc, ça, vous pouvez les consulter. Et voilà. Comme tout à l'heure, c'était le dernier séminaire économique de 2025. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures, pour ainsi dire. De bonnes fêtes à tous et à bientôt. Au revoir.